Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. Nous vous offrons 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Pour en profiter, rendez-vous en description. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que Nirvana deviendrait aussi gros qu'ils ne l'ont été dans les années 90 s'ils arrivaient dans le monde de la musique à notre époque ? C'est une question qui a été posée au vétéran de la radio Alan Cross et il a eu une réponse assez intéressante. I think that they would be popular. I think that they would get a lot of critical love, but to change the world, no, we just don't have world-changing artists anymore. On n'a plus d'artistes qui changent le monde. Cette interview date de 2021 et depuis, l'industrie musicale réalise peu à peu la véracité des propos d'Alan. En témoigne par exemple un article du Billboard dans lequel un cadre de maison de disques, souhaitant rester anonyme, déclare « Personne ne sait comment casser l'industrie musicale actuelle, je pense que l'industrie est perdue ». Tout l'article interviewe plusieurs de ses collègues qui sont tout aussi pessimistes sur le sujet. Personne ne sait aujourd'hui comment faire percer un artiste à l'échelle internationale. Même le business model des grosses maisons de disques est contraint de s'adapter. Steve Cooper, l'ancien PDG de Warner Music Group, a par exemple déclaré « Ce que nous avons fait au cours des dernières années, c'est réduire notre dépendance financière à l'égard des superstars ». En bref, ce modèle de superstar qui a dominé pendant longtemps le monde de la musique commercialisée est en train de s'effondrer. Mais alors, quelles sont les causes de cet effondrement ? Qu'est-ce qui va remplacer le modèle de superstar ? Et surtout, qu'est-ce que tout ça nous apprend sur l'état de santé de notre chère industrie de la musique ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous spoil un tout petit peu le contenu de la vidéo, mais l'effondrement des superstars profite assez logiquement aux plus petits artistes. Ça va être plus que jamais leur moment de briller, de réussir à trouver et à fédérer leur communauté. Et pour ça, j'ai un outil de ouf, c'est Bandzoogle qui a récemment noué un partenariat avec DistroKid. Bandzoogle, c'est un créateur de sites internet pour artistes qui vous permet de créer ultra simplement un site qui regroupe toutes vos infos. Sur ce site, vous pouvez vendre votre merch et vos vinyles, vous pouvez publier vos sorties récentes, vos futures dates de concert, vous pouvez recueillir les coordonnées de vos fans pour les tenir au courant ou leur envoyer des exclus. Bref, c'est un outil qui a été pensé pour les artistes. Si vous voulez tester Bandzoogle, vous avez 30 jours gratuits, vous n'avez même pas besoin de rentrer votre carte bleue. Et si vous voulez souscrire à DistroKid, sachez qu'il propose une multitude d'outils de ce style conçus pour faciliter le quotidien des artistes. Et évidemment, vous connaissez, je ne vais pas vous laisser sans un cadeau, vous avez 7% de réduction sur votre abonnement DistroKid la première année en passant par le lien en description. Les artistes, c'est votre moment de briller. D'abord, temporellement, il faut noter qu'on est au début du déclin du modèle des superstars. Il y a encore des superstars dans l'industrie aujourd'hui, Taylor Swift par exemple, mais le problème actuel, et ce dont on parle, c'est que l'industrie musicale n'arrive pas à créer de nouvelles superstars, de nouvelles Taylor Swift. Plusieurs causes peuvent expliquer cette difficulté, mais on va traiter les deux plus importantes ici. Et la première, c'est la bulle de filtre. Dans l'industrie de la musique, jusque dans les années 90, il y a 3 puis 4 acteurs dominants dans la commercialisation d'un titre ou d'un album. Les maisons de disques, les disquaires, les radios, puis les chaînes de télé musicales comme MTV. Ces acteurs sont incontournables à cette époque, tant pour les artistes que pour les auditeurs. Pour découvrir de la nouvelle musique, vous passiez par la radio, par les disquaires ou par les chaînes de télé musicales. Mais le point important, c'est que ces acteurs-là arrivaient à un consensus. Ils arrivaient à se mettre d'accord sur ce qui allait être massivement diffusé et vendu. C'est ainsi que le public, tous en même temps, découvrait les mêmes artistes qui devenaient ainsi extrêmement vite populaires. L'industrie, ici donc les 4 acteurs dont on vient de parler, avec les maisons de disques en tête, avait le contrôle, ou en tout cas les moyens de mettre un artiste sous les yeux du grand public. Alors, ce n'était pas aussi simple que ça, évidemment, et c'était pas une garantie absolue de succès, bien sûr que non. Je schématise juste l'idée pour mettre en lumière l'importance du consensus et du contrôle qu'avait l'industrie sur ce qui était montré au grand public. Évidemment, à côté de ça, il y avait et il y a toujours eu de la musique dite underground, c'est-à-dire de la musique destinée à de plus petits groupes de personnes. Mais à cette époque, la ligne entre underground et mainstream
est extrêmement clair. Mais ça va commencer à s'effriter. D'une part, évidemment, parce qu'avec Internet, le nombre de musiques disponibles va exploser. Mais aussi, d'autre part, parce que les réseaux sociaux vont envahir nos vies, amenant avec eux un phénomène en particulier, devenu assez connu depuis 2016, la bulle de filtre. Selon la CNIL, la bulle de filtre est un phénomène principalement observé sur les réseaux sociaux où les algorithmes de recommandation peuvent parfois ne proposer que des contenus similaires entre eux. En gros, c'est l'idée que chacun de vos fils d'actualité, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou autres, sont ultra personnalisés et conçus pour vous soumettre du contenu susceptible de vous plaire. L'intérêt de ça, il est simple, que vous passiez le plus de temps possible sur la plateforme en question, car c'est comme ça qu'elle se rémunère. Mais alors, quel est le rapport avec le déclin des superstars ? Eh bien en fait, cette bulle de filtre va changer la consommation de la musique et la rendre individuelle. Les plateformes de streaming, qui sont aujourd'hui le moyen majoritaire pour écouter de la musique, créent elles aussi à leur manière des bulles de filtre. Si vous allez sur votre page d'accueil Spotify, vous allez voir des sections comme des émissions qui pourraient vous plaire, conçues pour vous, pour les fans de insérer un groupe que vous aimez. Et ça va encore plus loin avec les playlists personnalisées, notamment le fameux mix de Spotify. Ces playlists sont basées sur vos écoutes précédentes. À partir de ces écoutes, elles vous soumettent des titres que vous seriez susceptible d'aimer et toutes ces playlists sont propres à chaque utilisateur. On passe donc d'une consommation collective, où tout le monde a une source commune d'écoute, à une consommation individuelle, où chacun découvre de la musique de son côté. Un consensus devient donc beaucoup plus difficile à établir. Et l'industrie, de son côté, n'y peut pas grand-chose. Bon, on va même pas parler des disquaires étant donné que l'importance des CD a drastiquement baissé. Les chaînes de télé et la radio perdent d'année en année leur influence, notamment chez les plus jeunes, et les maisons de disques, elles sont perdues et elles ne se sont pas du tout, mais alors du tout, adaptées au changement de paysage. Et ce changement de paysage, il concerne la musique, la consommation de musique, mais pas seulement, parce qu'une star n'est souvent pas connue que grâce à son art, mais également grâce à son image. Et sur ce plan-là aussi, il y a d'énormes changements. Pendant longtemps, une sorte d'aura mystérieuse entourait les célébrités, notamment dans la musique. Pour accéder à leur manière de penser, ou tout simplement pour connaître un peu mieux leur personnalité, il fallait regarder leurs interviews à la télé, qui se faisaient rares, ou lire leurs interviews dans des magazines, qui se faisaient tout aussi rares. Que faisaient ces méga stars de leur journée ? Qu'est-ce que ça fait d'être une rockstar ? Comment créent-ils leur musique ? Ce sont des questions que tout le monde se posait, notamment les adolescents, et le manque d'informations rendait ces questionnements excitants pour n'importe qui. C'était un mystère. Ça a même donné lieu à l'un des métiers les plus étranges et les plus glauques avec le recul, le métier de paparazzi, qui consistait littéralement à traquer les personnalités publiques dans leurs moments les plus intimes pour dévoiler leur vie aux centaines de milliers de personnes avides d'en savoir plus. Pourquoi est-ce que c'est un événement quand Amy Winehouse sort faire ses courses au supermarché ? Eh bien justement parce que les stars étaient mystérieuses et semblaient inaccessibles pour le commun des mortels, presque comme si ce n'étaient pas des humains. Et puis, une nouvelle fois, les réseaux sociaux vont faire massivement leur rentrée dans la vie des gens. Dès l'époque de MySpace, un changement s'opère. Les groupes peuvent publier directement leur musique eux-mêmes sur les réseaux, puis leur vie. Et au fil des années, et encore plus des 10 dernières années qui viennent de s'écouler, les artistes vont se voir contraints, pour survivre, de faire du contenu et notamment de montrer leur vie. Les artistes sont devenus leurs propres paparazzi. Et ça va avoir une conséquence très simple. L'aura de mystère qui entourait ces stars de la musique va complètement s'effondrer et d'un coup, ils vont devenir accessibles. Au fil du temps, on va voir des gens percer dans la musique directement via les réseaux sociaux jusqu'à ce que ça devienne la norme. Mais du coup, comme maintenant, tout le monde peut potentiellement devenir une superstar de la musique, plus personne ne peut réellement devenir une superstar de la musique. C'est là que le déclin s'enclenche. Mais alors, quel est le modèle qui va remplacer celui des superstars ?
C'est principalement une question de proportion. On passe de gros artistes dominants, souvent rock, pop et plus tard rap, qui côtoyaient des niches existantes mais assez minuscules, à des niches plus nombreuses, plus grosses et qui grignotent fortement la place des plus gros. En fait, la génération Z, la première génération à être vraiment née avec Internet dans les mains, tue petit à petit la notion même de mainstream. Un rapport d'Horizon Média, publié en 2022, montre que 91% des 18-25 ans pensent que la pop culture mainstream appartient au passé. Plus aucun artiste ou même style n'arrive à faire l'unanimité. À présent, ce sont les niches, les plus petites communautés, qui prennent petit à petit le pouvoir. Et c'est ainsi que la notion de mainstream se dilue et commence petit à petit à mourir, emportant avec elle la notion de superstar. Et vous savez quoi ? C'est une bonne nouvelle. En tout cas en théorie. Du point de vue des artistes, et notamment des artistes émergents, tout ce que je viens de vous dire là est assez positif, parce que ça signifie qu'ils peuvent trouver leur petite communauté sur les réseaux sociaux et arriver à vivre de leur passion grâce à cette communauté sans devenir ultra massif. La notion même de réussite est en train de changer. Avant, réussir dans la musique, c'était avoir des titres dans les classements, faire des tournées sold out. Mais plus on avance dans le temps, plus la réussite d'un artiste se mesure surtout dans sa capacité à fédérer une communauté, à proposer quelque chose de pertinent et à en tirer assez d'argent pour ne faire que ça de ses journées. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, mais aussi évidemment, il y aura toujours des artistes plus populaires que d'autres. C'est normal. Mais il est possible que dans le futur, certains niveaux de popularité qu'on a connus auparavant deviennent tout simplement inaccessibles. Et je vous ai dit que tout ça, c'était une bonne nouvelle en théorie. Et c'est vrai. Sauf que dans la pratique, c'est plus compliqué. Parce que cette chute et le fait qu'aucun acteur important dans l'industrie de la musique arrive à cerner vraiment ce qui se passe, c'est révélateur de l'état catastrophique dans lequel se trouve l'industrie de la musique. Ok, laissez-moi vous montrer ce graphique. Ouais, c'est pas ouf niveau croissance, la musique là. Il est issu d'un article qui établit le parallèle entre le monde du jeu vidéo et celui de la musique. Il sera en description, je vous conseille vraiment d'aller le lire, mais laissez-moi vous montrer à quel point ces deux industries sont opposées et à quel point l'industrie de la musique est en train de s'enterrer. On a pourtant un seul et même point de départ. Les jeux vidéo et la musique ont pendant longtemps eu exactement le même business model, celui de vendre un produit physique qui permettait soit de jouer à un jeu vidéo, soit d'écouter de la musique. Et puis, il y a eu Internet, encore une fois, et c'est là qu'on va voir deux réactions parfaitement opposées. D'abord, sur la question même du business model. Les jeux vidéo ont découvert que le gratuit, c'était payant. On a vu apparaître de nombreux jeux auxquels les joueurs peuvent jouer gratuitement. Ce sont les achats au sein du jeu et tout l'écosystème construit autour, contribuant à l'expérience même du joueur, qui génère de l'argent. Petite donnée, juste comme ça, Fortnite est un jeu gratuit proposé par Epic Games et depuis sa création, ce jeu gratuit a généré 20 milliards de dollars, faisant de Fortnite un des jeux les plus rentables du monde. L'industrie du jeu vidéo a développé de nombreux modèles permettant de générer de l'argent et aujourd'hui, son travail, c'est d'ajuster sans cesse la balance entre les fonctionnalités gratuites qui permettent la viralité d'un jeu et les fonctionnalités payantes qui permettent de maximiser le profit des entreprises derrière. Sauf que, ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont fait aussi d'énormes avancées sur une question cruciale, celle du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Ça peut vous paraître ultra banal aujourd'hui de voir des gens faire des games de Fortnite, de Minecraft sur Twitch et YouTube, mais potentiellement, les entreprises derrière ces jeux auraient pu interdire l'utilisation de leur contenu de cette manière sur Internet. Sauf que l'industrie du jeu vidéo, elle a compris deux choses. 1. La communauté est le meilleur investissement marketing imaginable. Les heures et les heures de diffusion de joueurs qui s'amusent à votre jeu devant des dizaines de milliers de personnes, c'est le meilleur moyen de promouvoir un produit. C'est littéralement de la publicité gratuite à grande échelle. Et 2, ils n'ont pas seulement permis aux utilisateurs de diffuser le contenu sur YouTube et Twitch, ils leur ont permis de monétiser ce contenu et donc de créer une toute nouvelle économie,
l'économie des créateurs de contenu de jeux vidéo. Ça a aussi donné lieu à la création d'équipes e-sport, à des startups dans les jeux vidéo. Bref, ils ont compris qu'ils pouvaient construire un écosystème complet et un empire financier. Et ça explique leur croissance exponentielle. À côté de ça, l'industrie de la musique fait tout l'inverse. Elle a passé ces 20 dernières années à combattre tout ce qui pouvait déroger de l'ancienne vision du droit d'auteur et continue de le faire. Alors, évidemment, le droit d'auteur, c'est important. Évidemment, il faut gagner de l'argent. Évidemment, l'industrie du jeu vidéo est différente de celle de la musique. Mais dans tous les cas, c'est pas en bloquant l'innovation de nouveaux acteurs que l'industrie va avancer. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'argent dans la musique. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Mais pourquoi il n'y a pas d'argent dans la musique? Parce que l'industrie n'est plus assez attractive pour des investisseurs ou pour des entrepreneurs qui auraient envie de changer les choses. Ces entrepreneurs-là, ils savent qu'ils seront bloqués par les gros acteurs de l'industrie et que ce sera bataille sur bataille pour, au final, souvent perdre. En bref, notre modèle est bloqué dans les années 90. Et je ne cite pas cette date au hasard, parce qu'il y a une innovation que la musique a su exploiter à fond dans les années 80, c'est les clips vidéo. MTV, à l'époque, c'était une révolution et ça a montré à la terre entière que l'industrie de la musique était capable de survivre dans un monde qui évolue. Sauf que, dans les années 80, Internet arrive et à partir de là, vous en avez la preuve, le secteur de la musique est incapable de s'adapter. Et dans le monde actuel, ne pas s'adapter, c'est mourir. Merci Lovie d'avoir plombé l'ambiance. C'est la première fois, il me semble, que je fais une conclusion de vidéo aussi négative. Et malheureusement, c'est la vraie conclusion. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous. Je réfléchis beaucoup à ce sujet d'industrie musicale et j'ai développé des brides d'idées et des bouts de pensée. Ça ne méritait pas, à mon sens, d'être dans cette vidéo, mais j'ai quand même envie d'essayer de vous le partager. Donc en premier commentaire, vous trouverez le lien d'une vidéo non répertoriée avec ces bouts de réflexion. Par contre, je vous préviens d'avance, ça n'a rien à voir en termes de forme avec ce que vous venez de voir. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de montage, il n'y a même pas de script en fait. Bref, c'est un backstage, c'est vraiment un backstage. Je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais dans les publics qui potentiellement pourraient en tirer quelque chose, je pense que c'est principalement des artistes indépendants, des artistes pas signés. Bref, c'est vraiment très différent de ce que je fais d'habitude. Je sais franchement pas si c'est intéressant, mais je vous le pose là, vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis donc soit à tout de suite, soit à la semaine prochaine. C'était Lovie, prenez soin de vous.